Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Eh bien, cette semaine, nous partons dans le massif des Vosges, célèbre pour ses ballons, ses sommets érodés et pour ses lacs, vestiges des anciens glaciers. Gérardmer, Longemer, Retournemer, autant de plans d'eau qui ponctuent cette vallée des lacs où coule la Vologne. Et la Vologne, justement, nous allons la remonter en compagnie de Roland, qui la connaît comme sa poche depuis 50 ans qu'il l'arpente à la recherche des truites sauvages, des truites vosgiennes. Mais Roland ne s'est pas contenté de pêcher. Il a aussi défendu, préservé cette nature qui lui donne tant de joie. Regardez, voici Gérardmer, la vallée des lacs. C'est un reportage signé Jacques de Chavigny. Cette rivière, c'est la Vologne. J'ose pas vous dire qu'on y trouve principalement de la truite, parce qu'on n'y trouve que de la truite. C'est des ruisseaux de première catégorie, les berges sont encombrées, il y a des buissons, il y a des arbres. Alors moi je pêche avec une canne très réglable, ce qui me permet de pouvoir pêcher, même que c'est une canne de 6 mètres, de pouvoir la réduire et de pouvoir pêcher entre les buissons. C'est pas l'inconvénient de la canne télescopique qui sortit directement dès qu'on la lève. Depuis gamin, j'ai toujours pêché dans la rivière avec une canne. Je ne suis pas un champion de la cuillère ni de lancer. On pêche avec des vers de terre, mais le ver de Faigne, pas le lombric qu'on trouve dans les jardins et tout ça. C'est le vrai ver de Faigne qu'on trouve dans des endroits feigneux, ça veut dire marécageux. Ce sont des petits vers tout fins, assez longs et très résistants. Là, c'est le plat préféré de la truite si on veut à l'ouverture. Puis dès que le beau temps vient, on peut les pêcher à la teigne, et elles vont certainement bientôt commencer à mordre sur les mouches, même artificielles. Là, c'est à peu près les 3 sortes de pêche et d'appât que j'utilise, le ver de terre, la faigne et la mouche. Oh, Daniel. Tiens. À la pêche ce matin, comment va? Là, mon copain Roland. Salut Roland. Ça va bien? Ça va. Tu prends un peu de poisson, oui? Bon, je viens d'en faire une là, j'en ai loupé une là, mais de la truite de 22-23. Eh ben, je te félicite, c'est meilleur que moi. Mais je ne vais pas te déranger plus longtemps. Salut Roland. Daniel, à demain alors. Ok. D'accord, bon, voilà. Ma technique favorite, oui, c'est la cuillère, parce que c'est une pratique de pêche qui est très rapide. On sort de la voiture, on empile les bottes et puis on attaque. On n'a pas besoin d'aller chercher les vers de terre ou la teigne ou la mouche. Je ne veux pas parler d'ultra léger, mais c'est une cuillère numéro 2 Meps que j'achète dans le commerce avec les points noirs. Et puis moi j'ai mis des points rouges avec le vernis à ongles de mon épouse. C'est une très bonne cuillère, c'est un peu ma technique à moi, ça. Le genre de pêche là, j'adore parce que c'est une pêche simple. On a une boîte de leurre, on n'a pas besoin de chercher les appâts. Si on n'a pas beaucoup de temps pour aller à la pêche, on est tout de suite prêt. Bonjour Roland. Tu vas bien? Ça va, oui, merci. Nous sommes ici à la Val de Gérardmer, dans une vallée glaciaire, très étroite, le fond tout plat et les pentes abruptes, couvertes de forêts de chaque côté, et le fond, la rivière, une voie de chemin de fer, une route et des prés. Et la particularité du secteur, c'est que tous ces prés sont propriétés de l'association de pêche et de pisciculture, la PPMA de la vallée des lacs. Il y a quelques années, un industriel vendait ses propriétés, les pêcheurs en ont profité pour en devenir les propriétaires. Et grâce à cette acquisition qui s'est faite sous la présidence de Roland, d'ailleurs, que je viens de saluer il y a quelques instants, ça a permis aux pêcheurs d'avoir non seulement la maîtrise foncière permanente, puisque maintenant elle sera toujours propriété, ces propriétés appartiendront toujours aux pêcheurs, mais surtout de faire des aménagements piscicoles qui vont permettre aux truites farios sauvages de cette rivière, parce qu'il y a uniquement des truites farios sauvages dans cette rivière, de se multiplier dans des rigoles frayères qui ont été créées juste de l'autre côté de cette rivière. Remonter la Vologne, c'est découvrir le véritable musée géologique que constitue la vallée des lacs.
C'est en amont de Longemer et de Retournemer, sur les pentes du massif du Honnec, que la rivière, devenue ruisseau, prend sa source. Voilà, aujourd'hui, je me trouve en amont du lac de Retournemer. Il y a eu un orage cette nuit, ça doit être une bonne journée pour la pêche. Alors je vais remonter le cours de la Vologne jusqu'à sa source. Regardez, cette belle truite, cette robe jaune sous le ventre, cette lignée de points rouges, même des points rouges sur la caudale. Et pour un petit ruisseau comme ça, qui serpente dans la prairie, les truites sont plus grosses qu'en pleine montagne. On n'a pas des truites de la taille réglementaire facilement. C'est un beau poisson. C'est vraiment là, je dirais la race vosgienne presque. On est en aval de la cascade Charlemagne qui se trouve à 150 mètres au-dessus de nous. Là j'ai une canne d'1,80 m avec un moulinet qui récupère très vite. J'ai un moulinet qui récupère 70 cm autour de ma nivelle. Et je pêche toujours en descendant le courant parce que la truite elle est toujours face au courant. Elle voit arriver l'appât, elle se retourne, elle prend l'appât et puis elle est prise. Ce ruisseau-là, il a tous les avantages et me procure tous les plaisirs qu'on peut imaginer. Bon, il y a déjà, dans cette nature sauvage, des cascades qui sont jolies, l'eau extrêmement pure. Au point de vue poisson, c'est de la truite 100% sauvage, parce que même les truites de l'aval ne peuvent pas remonter jusque-là, et l'amour n'a jamais été albiné. Donc c'est de la truite 100% sauvage. Et en plus de ça, les paysages se transforment toutes les saisons. Vous faites l'ouverture au 15 mars, vous levez la tête, tous ces sapins, ces arbres enneigés, c'est superbe. Il y a tout dans ce ruisseau. Et, ce qui ne gâte rien, un peu d'exercice n'a jamais fait de mal à personne. Et je pense que pêcher dans ces torrents-là, ça nous procure, on fait de l'exercice, c'est bien, je trouve. Bon, ça, bon. En gros, c'est pour ça que je suis un fanatique de ce ruisseau. Je pêche toujours avec un bas de ligne sur un nylon ordinaire, transparent, et le corps de ligne sur un fluo, ce qui me permet de suivre le fil quand il descend les courants. Quant au plombage, ça dépend naturellement du débit de l'eau, mais ma technique à moi, c'est de mettre un plomb assez important à proximité de l'hameçon. Et 3 plombs à 15-20 cm au-dessus, assez rapprochés. C'est une technique que j'ai toujours, pour moi, qui a paru efficace. D'autres pêcheurs ont d'autres techniques, mais celle-là, elle me convient très bien dans ce ruisseau-là, avec ses chutes, ces petites cascades, ça me convient très bien. On se trouve à proximité des sources de la Vologne et du ruisseau des Fenfories. La Vologne qui descend là, les Fenfories sur ma droite, et leur confluent est en dessous. Maintenant, j'ai décidé d'aller faire un tour dans le ruisseau des Fenfories. Voilà.
la naissance de ce ruisseau n'est pas spéciale, hein, parce que presque tous nos ruisseaux de montagne prennent naissance dans des faignes, comme dans le site ici. Hein. Alors les faignes phoriques, ça doit venir, je suppose, j'en ai pas la certitude, mais c'est à cause du terrain environnant qui est feigneux, marécageux, c'est ça les faignes. Et la pêche à la truite, comme ça, dans des petits ruisseaux où les eaux sont quand même relativement claires, c'est l'approche qui compte beaucoup. Hein. Il faut, bon, la truite est très méfiante, il faut aussi qu'on se cache pour avoir des chances de faire une pêche à peu près potable. Hein. C'est presque le lieu que je préfère, parce que ce ruisseau qui serpente, et c'est pour l'avenir aussi, parce que c'est toutes des belles zones à frayère. Il y a le petit gravier, il y a tout ce qu'il faut pour que la truite puisse frayer tranquillement ici. Et c'est surtout un endroit très calme, parce que je peux vous assurer que ça m'arrive, tout en prenant des précautions en pêchant, de faire très peu de bruit, arriver dans des clairières comme celle qui est derrière moi, de voir des cerfs et des chevreuils. Bon, je ne dis pas que je veux des cerfs chaque fois que je viens, mais enfin, ça m'arrive et je vous assure que c'est vraiment un plaisir immense de découvrir ça. Alors, certains de ces ruisseaux traversent le lac de Retourne-Mer, le lac de Longe-Mer, d'autres alimentent directement le lac de Gérardmer. Et je crois que c'est un lac qui est intéressant à pêcher. Moi, je vous propose une partie de pêche à la perche dans le lac de Gérardmer, par exemple, demain matin. Le lac de Gérardmer, et non Gérardmer, est le plus important et le plus célèbre des 3 lacs de cette vallée vosgienne. 115 hectares, 2 km de long, 38 mètres de profondeur. Il est alimenté par de nombreux ruisseaux ou torrents, mais n'est pas traversé par la Vologne, comme le sont Longe-Mer et Retourne-Mer. Bon. On passe un verrou. Je vais donc mettre un verron au bout de la canne. Hein. Je vais lancer à une dizaine de mètres de l'embarcation. Et à ce moment-là, je tendrai mon fil dès que le verron aura touché le fond du lac. Hein, et je vais ramer doucement pour que le verron traîne au fond du lac. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de localiser un banc de perche. Dès qu'on a localisé un banc de poisson, on s'arrête, on descend les amarres, les pots de chaque côté de la barque, et à ce moment-là, on installe les dandinettes et on pêche de différentes façons. Voilà. Soit à la tirette, soit à la dandinette. Voilà. Voilà. Oh, ben, il y a bien 2 mètres de plus que là-bas, facilement. On va essayer de localiser, hein. Les perches où elles sont cette fois. Moi, je pêche à la dandinette. J'ai une canne de 2,50 m, 2,80 m. Un moulinet avec du 22 centièmes. Un émerillon. Un bas de ligne en 18 centièmes. 2 hameçons en potence numéro 10. Une dandinette 10 grammes. Je mets des vairons ou des vers selon, mais je préfère pêcher au vairon. Je mets ce poids-là parce que dans les lacs, si on met une dandinette plus importante, on ne sent pas la touche. Là, 15 grammes, ça va où il y a du courant. Je vais pêcher à la tirette. Voilà. Je lance assez loin de la barque avec une olive de 8 grammes. Mais cette fois, j'ai un appât que je considère inerte, toute teigne. Bon, je laisse mon appât descendre en fond. Voilà. Il y est. Et voilà, l'appât au fond de l'eau. Bien. Et maintenant, toutes les 4-5 secondes, exactement, je fais un grand mouvement pour avancer l'appât de 1 mètre ou de 1,50 m. Et je le laisse se reposer. Donc si ça passe à proximité d'un banc de poisson, du fait qu'il y a un petit mouvement, même que c'est un appât inerte, eh ben, le poisson risque de l'attaquer.
Et voilà, il y a une prise. Donc ça prouve l'efficacité de la méthode. Bon, ça ne me paraît pas énorme, mais quand même une perche. Et ce n'était pas avec un verron. Bon, c'est une très petite. Bon. On a changé de place, mais c'était mieux là-bas. Hein. Un petit peu varié. Pas toujours à la même place. Non, mais elles sont pas si profondes. Vous l'épuisez? Non. Vous avez mis 2 verrons? Oui. Ils économisent pas. Hein. Bon, au lac de Gérardmer, le poisson dominant, c'est la perche. Hein. Et nous, on trouve que notre perche est différente dans les ruisseaux de plaine, hein, où elle a des couleurs bien plus vives ici. On remarque bien les nageoires peut-être même un peu plus rouges, hein, et les bordes verticales sont plus foncées. Il y a bien plus de contraste qu'avec certaines perches là. Mais naturellement, dans le lac de Gérardmer, on pêche du brochet, hein, de la truite, et de la truite lacus, maintenant qu'on a réintroduit. Bon, il y a de la carpe, de la tanche, du poisson blanc, du gardon, du rotan, là. Et ce qui disparaît, c'est la lotte. Et quand on est deux dans une barque, et qu'on tombe sur un banc de poisson, du temps qu'il y a un partenaire qui en retire une, l'autre jette son appât au même endroit, excite le poisson qui se maintient sur la place. Voilà, c'est un peu la raison pourquoi on va toujours à la pêche à deux. Et je crois que le résultat, on l'apprécie, parce que c'est valable. Voilà. Au siècle dernier, 2 Vosgiens, Rémy et Géhin, 2 paysans de la Bresse, observent le balai des truites dans le torrent en bas de leur champ. Et sans formation ni bagage universitaire, ils vont mettre au point le procédé de fécondation artificielle de la truite, inventant ainsi la pisciculture moderne et rendant possible le repeuplement des cours d'eau. Alors depuis, les Vosgiens n'ont pas oublié et se sont même transformés en pisciculteurs amateurs. Alors nous sommes ici dans le parc du Ballon des Vosges, dans une vallée glaciaire, et le long d'une rigole artificielle, totalement creusée artificiellement par les pêcheurs, dans une de leurs propriétés, et elle est alimentée par la rivière voisine. Elle sert aux géniteurs sauvages de la rivière à remonter au moment de la fraye ces rigoles. On capture ces géniteurs sur place, on pratique une fécondation artificielle sur place, et les géniteurs sont remis immédiatement dans la rivière. Ensuite, les œufs vont être confiés à des pêcheurs bénévoles qui, dans des installations différentes, vont pouvoir faire l'élevage de ces œufs. Il n'y a aucune pollution génétique dans ces rivières, car nous n'effectuons pas de mélange de géniteurs d'un bassin à l'autre. Les œufs sont remis dans le bassin où les géniteurs ont frayé. Ici, comme on a les ruisseaux, c'est des vrais torrents. Toute la fraye se trouve apportée par les crues, surtout à la fonte des neiges. Alors en faisant ce qu'on fait ici, on protège la truite, quoi. Et puis, pour continuer, le petit coup de pouce à la nature. Il faut toujours quand même vérifier un peu le pH de l'eau, suivant la pluie. Mais comme il y a une autre source, ça varie pas beaucoup. Les avantages de cette technique, ça a apporté chez les pêcheurs une certaine convivialité, ça a apporté une responsabilité, ça leur a apporté aussi des tâches de gestion qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer et des responsabilités de gestion qu'ils prennent très au sérieux. Et maintenant, l'ensemble des pêcheurs dans le secteur sont de véritables techniciens en fait de leur rivière. Dans les Vosges, nous avons créé une dynamique de 25 associations qui pratiquent la même méthode et qui produisent annuellement entre 450 000 et 500 000 alevins par an. C'est des alevins qui n'ont pas été nourris, donc ils doivent être similaires à leurs congénères qui naissent sous gravier, puisqu'ils sont à la même enseigne, et donc s'adaptent mieux à nos eaux pauvres du support granitique vosgien, et donc ont plus de chances de réussir dans le milieu naturel. La nature est assez grande pour se débrouiller toute seule, mais au vu de tous les problèmes que nous avons, notamment une quinzaine d'ouvrages hydrauliques sur notre secteur de pêche, la disparition du petit chevelu par la mise sous tuyau, une diminution considérable des surfaces de frayère, et puis un autre élément très important qui a été mis en évidence dans les Vosges, c'est l'acidification des ruisseaux. Mise en évidence en 85, nous nous sommes aperçus que la neige fondante précipitait
une forte acidité dans les eaux, et les œufs sous-graviers, qui étaient à leur stade d'éclosion au mois d'avril, mouraient par ces chutes de perches. Nous sommes dans le secteur où la salmoniculture a été découverte en France au milieu du siècle dernier par 2 fermiers. De façon tout à fait empirique, ils observaient le comportement des truites farios de leur rivière et ce sont eux qui ont lancé en France la salmoniculture. Ils ont pour nom Rémy et Géhin et une plaque située en avant de la façade de la mairie de la Bresse commémore cet événement. Si les Vosgiens ont inventé la pisciculture et perpétué ensuite la tradition des closeries artisanales dans les fermes alentours, c'est qu'ils sont depuis longtemps habitués à se débrouiller eux-mêmes dans une nature belle mais souvent rude. Roland, notre pêcheur de la Vologne, n'hésite pas à crapahuter dans les torrents au risque de glisser. Par contre, quand il est sur le lac, ça, il n'a pas du tout envie de passer à la flotte. Et on le comprend. Eh bien, regardez son truc pour stabiliser une barque. Pour éviter les méfaits du vent et du clapot qui rend la barque instable quand on pêche une journée de grand vent, je vous propose une petite astuce qui se compose d'un bidon qui va servir de premier amortisseur, d'un seau d'eau qui fera un deuxième amortisseur et d'une agrafe qui nous permet de fixer l'ensemble sur la corde d'amarrage. Cette agrafe, on peut se la procurer chez les marchands d'articles de pêche. Certains pêcheurs l'utilisent pour pêcher à la palanque. Et voilà, grâce à cette astuce, la barque est stabilisée, je peux même pêcher debout en toute tranquillité. Troisième volet de notre enquête sur les espèces de poissons vivant en France, sur leur comportement, leurs mœurs et leur pêche, voici la tigresse zébrée. Celle qui ne craint ni la tirette ni la dandinette et que Roland, dans le reportage, traquait dans le lac de Gérardmer. Voici donc le portrait robot de la perche. Avis de recherche concernant une dénommée Perca fluviatilis, plus connue sous le nom de perche. Taille de 20 à 30 cm pour 100 à 300 grammes. Signe particulier, corps fortement bossu et robe nettement zébrée. Extrait du rapport de filature. Membre éminent de la famille des percidés, la perche est présente sur l'ensemble de la France, aussi bien sur les lacs et les étangs que sur les cours inférieurs des rivières, où elle affectionne les secteurs encombrés. Réputée pour son agilité, sa vitesse de nage, cette tigresse zébrée fait régner la terreur dans les eaux calmes de la France profonde, en chassant en bande tout ce qui est plus petit qu'elle. Les chasses de perche au petit matin font partie des spectacles inoubliables. Extrait du rapport de la brigade des mœurs. Au printemps, la femelle pond en nageant en spirale 100 à 200 000 œufs, déroulant ainsi un long ruban gélatineux qui adhère à la végétation aquatique. Puis elle défend sa ponte les premiers jours contre les intrus. Méthode d'arrestation préconisée, attention, si les petits poissons redoutent avec raison la féroce zébrée, celle-ci craint les pêcheurs en tout genre qui savent son attirance impulsive pour tout ce qui brille. La perche ne résiste pas à la dandinette d'un leurre ou au défilé d'un vif. Fin du rapport. Voilà, cette émission touche à sa fin. Si vous désirez pêcher dans les Vosges, n'hésitez pas bien sûr à contacter la Fédération départementale de pêche. Et nous allons terminer par la maxime de la semaine, le bavardage et l'écume de l'eau, l'action est une goutte d'or. Voilà un vieux proverbe chinois que nos amis des Vosges